Que penseriez-vous si je vous révélais qu'une terre a été promise 2 fois simultanément et que cette double promesse a suscité une flamme qui continue de brûler aujourd'hui, 67 ans plus tard? En 1948, tandis qu'un pays fêtait son existence avec des drapeaux et des hymnes, une autre observait le déplacement de 750 000 individus de leur résidence, ce qu'elle désignerait plus tard comme la catastrophe. Pour saisir les raisons du conflit actuel à Gaza, il nous faut retracer les origines précises de la situation. Une puissance impériale peut-elle promettre la même terre à 2 peuples différents et ensuite simplement s'en aller? C'est exactement ce que la Grande-Bretagne a fait, et les conséquences de cette double trahison coûtent encore des vies chaque jour. Tout a commencé en 1917, au milieu de la Première Guerre mondiale, alors que l'Empire britannique était désespéré de trouver des alliés et des ressources. Dans ce contexte de chaos et d'ambition, Londres a écrit 2 lettres qui allaient changer à jamais le destin du Moyen-Orient. La première fut la déclaration Balfour, une lettre de seulement 67 mots adressée au baron Rothschild, chef de la communauté juive britannique. Dans celle-ci, le ministre des Affaires étrangères, Arthur Balfour, déclarait que Sa Majesté voyait avec faveur l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif. Cela semblait être un geste humanitaire, une reconnaissance de la souffrance juive à travers les siècles. Mais derrière ces mots élégants se cachait un calcul froid. La Grande-Bretagne avait besoin du soutien financier et politique des communautés juives internationales pour gagner la guerre. Ce que la lettre ne mentionnait pas, c'est que la Palestine était habitée par 700 000 Arabes qui y vivaient depuis des siècles, cultivant ses terres, construisant ses villes. Mais il y a plus. En même temps qu'elle promettait la Palestine aux sionistes, la Grande-Bretagne envoyait une autre série de lettres secrètes au shérif Hussein de la Mecque, le chef des Arabes. Dans la correspondance MacMahon-Hussein, les Britanniques promettaient l'indépendance arabe de toute la région, y compris la Palestine, en échange de leur rébellion contre l'Empire ottoman. Hussein a cru à cette promesse, a mobilisé ses hommes et a contribué à vaincre les Turcs. Les Arabes pensaient qu'ils se battaient pour leur liberté, sans savoir que cette liberté avait déjà été vendue dans un bureau à Londres. Des documents déclassifiés en 2023 par le gouvernement britannique révèlent que les fonctionnaires coloniaux étaient parfaitement conscients de cette contradiction, mais la considéraient comme un mal nécessaire pour les intérêts impériaux. Cette double promesse n'était pas une erreur diplomatique. C'était une stratégie délibérée de diviser pour régner. La Grande-Bretagne savait parfaitement qu'elle semait les graines d'un futur conflit, mais le présent était la guerre, et l'avenir de peuples lointains semblait un prix acceptable pour la victoire. Lorsque la guerre prit fin en 1918, les Ottomans étaient tombés et la Palestine passa sous contrôle britannique. Mais maintenant, Londres avait un problème. Elle avait promis la même terre à 2 groupes qui avaient des visions complètement opposées de leur avenir. Les Juifs sionistes commençaient à émigrer en masse, achetant des terres et établissant des colonies agricoles. Les Palestiniens voyaient avec une alarme croissante arriver des étrangers qui parlaient une autre langue, qui apportaient une autre culture et qui semblaient bénéficier du soutien total des autorités britanniques. L'historien israélien Ilan Pappé, dans ses recherches révisées en 2024, décrit cette période comme le moment où une bombe à retardement démographique a été intentionnellement construite. Un rapport du projet Britain-Palestine de 2023 montre comment des fonctionnaires britanniques écrivaient dans leurs journaux privés qu'ils savaient qu'ils créaient un problème insoluble, mais qu'il était trop tard pour se retirer sans perdre de crédibilité internationale. La terre promise était devenue la terre promise 2 fois, et de cette contradiction naîtrait un siècle de sang. Lorsque l'Empire ottoman s'est effondré après la Première Guerre mondiale, le Moyen-Orient est devenu un échiquier pour les puissances européennes victorieuses. La Palestine, cette étroite bande de terre entre la Méditerranée et le Jourdain, a été confiée à la Grande-Bretagne sous ce qu'ils ont appelé un mandat de la Société des Nations en 1920.
En théorie, un mandat signifiait que la Grande-Bretagne administrerait le territoire temporairement jusqu'à ce que ses habitants soient prêts pour l'indépendance. En pratique, ce fut une occupation coloniale sous un autre nom, conçue pour servir les intérêts britanniques tout en préparant le terrain au projet sioniste. Les Palestiniens n'ont jamais été consultés sur cet arrangement. Après des siècles sous domination ottomane, ils espéraient enfin se gouverner eux-mêmes, comme on leur avait promis pendant la guerre. Au lieu de cela, ils se sont retrouvés sous une nouvelle occupation étrangère qui facilitait activement l'immigration juive. Les chiffres racontent l'histoire. En 1918, les Juifs ne représentaient que 8% de la population de la Palestine, soit environ 56 000 personnes. En 1935, grâce aux politiques britanniques de porte ouverte, ce chiffre avait atteint 370 000, soit près de 30% de la population totale. Cette transformation démographique n'était pas naturelle, c'était de l'ingénierie sociale parrainée par l'Empire. Les Palestiniens ont tenté de résister par tous les moyens possibles. D'abord avec des pétitions pacifiques, en envoyant des délégations à Londres pour expliquer leurs préoccupations. Quand ils ont été ignorés, ils ont eu recours à des grèves massives et à des manifestations. Et finalement, quand rien d'autre ne fonctionnait, la grande révolte arabe de 1936 à 1939 a éclaté. Ce fut une insurrection massive contre la domination britannique et la colonisation sioniste qui a paralysé le pays pendant 3 ans. Des paysans armés de vieux fusils attaquaient les convois britanniques, brûlaient les récoltes des colons juifs et déclaraient des zones libérées dans les montagnes. Un instant, il sembla que les Palestiniens pourraient chasser les Britanniques comme les Ottomans n'avaient jamais pu le faire. La réponse britannique fut brutale et est documentée dans des archives militaires récemment déclassifiées. Londres a envoyé 20 000 soldats supplémentaires, mis en place des couvre-feux collectifs, démoli les maisons de familles entières en punition d'actes individuels et exécuté publiquement des chefs rebelles. Un rapport de Human Rights Watch de 2024 analyse ces documents et conclut que la Grande-Bretagne a utilisé des tactiques de contre-insurrection qui seraient aujourd'hui considérées comme des crimes de guerre. Torture systématique de prisonniers, bombardements aériens contre des villages civils et création d'escadrons de la mort, composés de mercenaires juifs et arabes fidèles. En 1939, la révolte avait été écrasée. On estime que 5 000 Palestiniens ont été tués, 15 000 autres blessés et 5 600 emprisonnés. Le leadership palestinien a été décapité, beaucoup ont été tués ou exilés. Cette répression eut des conséquences catastrophiques qui se manifesteraient en 1948. Les Palestiniens sont arrivés à cette année critique sans dirigeants expérimentés, sans structure militaire organisée et sans le soutien international dont bénéficiaient les sionistes. Pendant ce temps, les milices juives comme la Haganah avaient été entraînées et armées par les Britanniques eux-mêmes pendant la révolte, officiellement pour maintenir l'ordre. Des documents du projet Grande-Bretagne-Palestine montrent que des responsables britanniques écrivaient en 1938 qu'ils préparaient les Juifs à un conflit futur inévitable, tout en affaiblissant systématiquement les Arabes. Le mandat britannique n'était pas neutre. Il était l'architecte délibéré d'un déséquilibre de pouvoir qui rendrait inévitable la catastrophe palestinienne de 1948. La Seconde Guerre mondiale a tout changé. Lorsque les chambres à gaz d'Auschwitz ont été libérées en 1945 et que le monde a vu les montagnes de cadavres squelettiques, l'horreur de l'Holocauste a secoué la conscience mondiale. 6 millions de Juifs avaient été systématiquement assassinés par les nazis dans le génocide le plus documenté de l'histoire. Soudain, l'idée d'un refuge juif en Palestine cessa d'être un projet colonial de plus pour devenir, dans l'esprit de nombreux Occidentaux, une nécessité morale urgente. Le mouvement sioniste, qui avait travaillé pendant des décennies à construire une patrie juive, avait désormais l'argument moral définitif. Mais cette tragédie a également été utilisée stratégiquement.
Les dirigeants sionistes comme David Ben Gourion ont immédiatement compris que la fenêtre de sympathie internationale serait brève et qu'ils devaient agir rapidement. Les organisations juives en Palestine ont intensifié leur campagne d'immigration illégale, faisant venir des milliers de survivants de l'Holocauste sur des bateaux délabrés qui défiaient le blocus britannique. Chaque bateau intercepté par la marine britannique et chaque réfugié renvoyé dans des camps de déplacés en Europe devenait un puissant outil de propagande. La question résonnait dans tous les journaux occidentaux. Comment le monde civilisé peut-il refuser un foyer à ses victimes après ce qu'elles ont subi? Ce qui est rarement mentionné, c'est que cette mobilisation humanitaire s'est accompagnée d'une intensification militaire. Alors que les survivants de l'Holocauste arrivaient en quête de paix, les organisations sionistes se préparaient à la guerre. La Haganah, la principale milice juive, était passée de 10 000 membres en 1939 à plus de 35 000 en 1947. Mais il existait aussi des groupes plus radicaux comme l'Irgun et le Lehi, que les Britanniques eux-mêmes classaient comme des organisations terroristes. Ces groupes n'avaient aucun scrupule à attaquer des cibles civiles si cela servait leur cause. L'exemple le plus infâme fut l'attentat contre l'hôtel King David à Jérusalem le 22 juillet 1946. L'Irgun, dirigé par Menachem Begin, qui deviendrait des décennies plus tard Premier ministre d'Israël, a placé 350 kilos d'explosifs dans l'aile sud de l'hôtel, qui abritait des bureaux du gouvernement britannique et du commandement militaire. L'explosion a tué 91 personnes, des Britanniques, des Arabes et des Juifs. Ce fut l'attaque terroriste la plus meurtrière de l'histoire jusqu'à ce moment-là. Une analyse de l'Université Duke de 2023 examine des documents internes de l'Irgun qui montrent que l'attaque a été délibérément conçue pour causer le maximum d'impact psychologique sur les Britanniques et les forcer à quitter la Palestine. Cependant, dans la mémoire officielle israélienne, Begin est considéré comme un héros de l'indépendance et il existe des rues portant son nom dans tout le pays. C'est ici que surgit l'une des controverses les plus obscures et manipulées de cette période, le rôle du grand moufti de Jérusalem, Hajj Amin al-Husseini. Il est vrai qu'al-Husseini a rencontré Hitler en 1941 et exprimé son soutien à la cause nazie, un acte qui reste justement condamné comme une tache dans l'histoire palestinienne. Mais des documents déclassifiés et des études récentes, dont des recherches de 2025 de l'initiative des Amis d'Israël, montrent comment cet épisode a été systématiquement exagéré et utilisé pour diaboliser tout le peuple palestinien, assimilant sa lutte nationale au nazisme. La réalité est plus complexe. Al-Husseini était un seul homme. Il ne représentait pas tous les Palestiniens, et de nombreux Arabes ont combattu les nazis dans les armées alliées. Pendant ce temps, les actes de terrorisme sionistes comme l'attentat de l'hôtel King David sont minimisés ou justifiés comme de la résistance. Les deux peuples ont des taches dans leur histoire de cette période, mais seule l'une est constamment utilisée pour délégitimer toute une cause nationale. La tragédie de l'Holocauste était réelle et nécessitait une réponse humanitaire, mais cette réponse ne pouvait pas être de créer une nouvelle catastrophe pour un autre peuple. Le 29 novembre 1947, dans une salle de l'ONU à New York, les représentants de 56 nations ont voté sur l'avenir de la Palestine. La résolution 181 proposait de diviser le territoire en deux États, un État juif et un État arabe, avec Jérusalem sous administration internationale. Lorsque le résultat a été annoncé, 33 voix pour, 13 contre et 10 abstentions, les sionistes ont célébré dans les rues de Tel Aviv. Les Palestiniens, en revanche, ont su immédiatement qu'ils venaient d'assister au vol légalisé de leurs terres. Les mathématiques de la partition étaient obscènes. Les Juifs, qui représentaient 33% de la population de Palestine et ne possédaient légalement que 7% des terres, ont reçu 55% du territoire. Et pas n'importe quel territoire, les zones les plus fertiles, la majeure partie de la côte méditerranéenne et les principales réserves d'eau.
Aux Palestiniens, qui représentaient 67% de la population et possédaient 93% des terres privées, on a attribué les 45% restants, divisés en 3 fragments séparés: Gaza, la Cisjordanie et une zone en Galilée. C'était une carte conçue pour l'échec, fragmentée et indéfendable, mais les diplomates occidentaux à New York l'ont qualifié de compromis équitable. Derrière ce vote, il y a eu une pression politique brutale. Des documents déclassifiés montrent comment les États-Unis, sous la présidence de Truman, ont menacé et soudoyé de petits pays pour obtenir des votes. Haïti, par exemple, a changé son vote après que Washington a promis une aide économique. Le Libéria, sous une pression énorme des intérêts commerciaux américains liés aux compagnies de caoutchouc, a voté contre l'avis de son propre peuple. Un rapport de 2022 du Britain Palestine Project révèle des télégrammes où des diplomates britanniques décrivent le processus comme un spectacle de coercition diplomatique où les petits États ont été contraints de choisir entre le soutien occidental et leur propre conscience. La Grande-Bretagne, la puissance coloniale qui contrôlait la Palestine, s'est abstenue lors du vote. Officiellement, ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas imposer une solution qu'une des parties rejetait. Mais des documents internes britanniques racontent une autre histoire. Londres avait déjà décidé de se retirer de Palestine et savait que son abstention faciliterait une victoire sioniste. Alors qu'il se lavait les mains publiquement, il transférait secrètement des renseignements aux forces juives et formait des officiers sionistes. Un rapport parlementaire britannique de 2025, intitulé « Le vote qui a déclenché un conflit », admet que le gouvernement britannique a consciemment évité d'entraver les préparatifs militaires sionistes pendant l'avancement du plan de partage. Les Palestiniens ont rejeté la partition immédiatement, et ils avaient toutes les raisons de le faire. Imaginons un instant la situation. Vous êtes un paysan palestinien dont la famille cultive des oliveraies en Galilée depuis 5 générations. Un jour, un comité d'étrangers réunis sur un continent lointain décide que votre terre appartient désormais à un autre État, principalement peuplé d'immigrants fraîchement arrivés d'Europe, qui ne parlent pas votre langue et ne partagent pas votre culture. On te dit que c'est juste parce que ces immigrés ont souffert d'horreurs en Europe, des horreurs auxquelles tu n'as pas participé. Accepteriez-vous ce marché ? Les Palestiniens ont dit non, et ce refus a été immédiatement utilisé par la propagande sioniste pour les dépeindre comme des intransigeants qui rejetaient la paix. Des études qualitatives de 2025 sur l'histoire palestinienne révèlent que le leadership arabe était profondément divisé et désorganisé à cette époque. Il ne s'était pas encore remis de la répression brutale de la révolte de 1936-39. Il n'avait pas d'armée unifiée, pas de plan stratégique cohérent, et ils étaient dangereusement convaincus que les États arabes voisins viendraient les secourir. Des documents de la Ligue arabe montrent que l'Égypte, la Syrie, la Jordanie et l'Irak étaient plus intéressés par l'expansion de leur propre influence que par la défense sincère des Palestiniens. C'était une recette parfaite pour le désastre, et ce désastre était à quelques semaines seulement de commencer. Le lendemain du vote de l'ONU, le 30 novembre 1947, les tirs ont commencé. Ce qui avait commencé par des affrontements sporadiques entre milices juives et arabes dans les villes mixtes s'est rapidement transformé en guerre civile à grande échelle. Mais ce n'était pas un conflit entre 2 armées égales. C'était une bataille entre une population palestinienne désorganisée et militairement faible contre des forces sionistes bien entraînées, armées et avec un plan clair: prendre le contrôle du plus grand territoire possible avant la fin du mandat britannique en mai 1948. Haïfa, la ville portuaire du nord de la Palestine, est devenue l'un des premiers champs de bataille. Là vivaient 70 000 Palestiniens, aux côtés de 75 000 Juifs, dans un mélange tendu mais fonctionnel, qui existait depuis des décennies. En décembre 1947, les milices juives ont commencé à imposer des blocus dans les quartiers arabes, coupant l'accès à la nourriture et aux fournitures.
Des documents de la Nakba récupérés et analysés dans un article de Palestine Studies de 2023 décrivent comment les commandants de la Haganah discutaient ouvertement de rendre la vie impossible aux Arabes jusqu'à ce qu'ils partent. Ce n'était pas un combat militaire, c'était un siège délibéré contre la population civile. Ce qui s'est passé au cours de ces premiers mois est toujours nié ou minimisé par le récit officiel israélien, mais les témoignages de survivants palestiniens et les documents militaires sionistes déclassifiés brossent un tableau clair. Des villages palestiniens désarmés ont été attaqués lors de raids nocturnes. Des hommes ont été exécutés devant leurs familles à titre d'avertissement. Des femmes ont été violées comme tactique de terreur. Des maisons ont été dynamitées avec des habitants à l'intérieur. L'objectif était de créer une panique massive qui forcerait la population à fuir. Et ça a marché. En mars 1948, avant même l'arrivée des armées arabes, il y avait déjà des dizaines de milliers de Palestiniens réfugiés, entassés dans des camps improvisés au Liban, en Syrie et en Transjordanie. Les historiens débattent de savoir si ces expulsions précoces étaient spontanées ou planifiées. Des études qualitatives de 2025 sur l'histoire de la Palestine suggèrent qu'ils étaient initialement opportunistes. Des commandants locaux juifs profitaient du chaos pour nettoyer des zones stratégiques sans ordres explicites d'en haut. Mais il deviendrait bientôt clair qu'un plan plus vaste était en cours, un plan qui serait formalisé en mars 1948, avec le tristement célèbre plan Dalet. Pour l'instant, à l'hiver 1947-48, la Palestine était plongée dans une guerre civile chaotique où les forces juives gagnaient constamment du terrain, tandis que les Britanniques, qui contrôlaient techniquement le pays, détournèrent le regard. Les rues de Jérusalem, Haïfa, Jaffa et d'autres villes mixtes se sont transformées en zones de guerre urbaine. Des tireurs d'élite tiraient depuis les toits. Des voitures piégées explosaient sur les marchés. Les convois de ravitaillement étaient pris en embuscade sur les routes, mais il y avait une asymétrie fondamentale. Les forces juives étaient mieux organisées, disposaient de meilleures armes, beaucoup fournies secrètement par la Tchécoslovaquie avec l'approbation soviétique. Et surtout, elles avaient un objectif clair. Les Palestiniens se battaient défensivement, cherchant à protéger leurs quartiers et villages sans stratégie coordonnée pour contre-attaquer. Leurs dirigeants continuaient d'espérer que les États arabes interviendraient bientôt et résoudraient le problème militairement. C'était un espoir qui s'avérerait fatalement erroné. Un détail troublant qui émerge des documents de l'époque. Les forces britanniques, qui avaient encore 100 000 soldats en Palestine, intervenaient de manière sélective. Lorsque les Palestiniens attaquaient les positions juives, les Britanniques répondaient avec force. Mais lorsque les milices juives attaquaient des villages arabes, les Britanniques n'arrivaient souvent pas à temps ou n'avaient pas assez d'effectifs disponibles. Des télégrammes entre des commandants britanniques en Palestine et le ministère des Affaires étrangères à Londres, révélés par Declassified UK en 2023, montrent qu'il y avait des ordres explicites de ne pas interférer inutilement dans les opérations juives à l'approche de la fin du mandat. La Grande-Bretagne ne se contentait pas d'abandonner la Palestine. Elle s'assurait de l'abandonner dans les conditions les plus favorables aux sionistes. La question n'était pas de savoir s'il y aurait une catastrophe palestinienne, mais à quel point elle serait massive. En mars 1948, alors que le monde observait la détérioration de la situation en Palestine, les chefs militaires de la Haganah ont finalisé un document qui allait définir le destin de centaines de milliers de personnes. On l'a appelé Plan Dalet, la lettre D en hébreu, et officiellement, c'était un plan de défense pour protéger le futur État juif une fois que les Britanniques se seraient retirés. Mais quand on lit les ordres opérationnels réels, quand on analyse ce que ce plan ordonnait réellement, une vérité beaucoup plus sombre émerge. C'était un manuel pour le nettoyage ethnique. Le plan Dalet contenait des instructions spécifiques pour les commandants de la Haganah sur la manière de traiter les villages palestiniens à l'intérieur et autour du territoire attribué à l'État juif par l'ONU. Les ordres étaient clairs. Les villages qui résisteraient devaient être détruits et leurs habitants expulsés.
Mais même les villages qui ne résisteraient pas pouvaient être évacués s'ils étaient considérés comme stratégiquement inopportuns. Le langage était bureaucratique et militaire, mais le sens était sans équivoque. L'historien israélien Benny Morris, considéré comme l'un des nouveaux historiens qui ont révisé de manière critique le récit officiel israélien, a écrit que le plan Dalet a fourni un cadre et une justification pour l'expulsion des Palestiniens. Ce qui rend le plan Dalet si controversé, c'est qu'il contredit directement le récit israélien, selon lequel les Palestiniens sont partis volontairement ou parce que les dirigeants arabes leur ont ordonné de partir pour faciliter l'invasion. Ici, il y avait un document militaire explicite ordonnant des opérations pour nettoyer les zones de population arabe. De récentes analyses de 2024 de documents militaires israéliens montrent que des copies du plan Dalet ont été distribuées à tous les commandants de brigade et que les opérations ultérieures ont suivi ces directives à la lettre. Le 9 avril 1948, le plan Dalet a produit son épisode le plus infâme, le massacre de Deir Yassin. Ce petit village palestinien près de Jérusalem comptait environ 600 habitants qui avaient signé un pacte de non-agression avec les forces juives voisines. Mais l'Irgun et le Lehi, les groupes paramilitaires les plus radicaux, ont décidé que le village était un objectif stratégique. Ils sont entrés à l'aube, et ce qui s'est passé dans les heures suivantes est encore débattu en termes de chiffres exacts, mais pas en termes de brutalité. Les témoignages de survivants palestiniens, recueillis dans une galerie d'Al Jazeera en 2023, décrivent des scènes d'horreur, des familles entières exécutées dans leurs maisons, des femmes violées avant d'être tuées, des enfants abattus alors qu'ils fuyaient, des corps mutilés et jetés dans des puits. Même certains combattants juifs qui ont participé à l'opération ont témoigné par la suite, décrivant des scènes qui leur ont causé des cauchemars pendant des années. Les estimations du nombre de morts varient entre 107 et 254, selon la source. Ce qui ne varie pas, c'est l'impact. Deir Yassin est devenu un symbole de terreur qui a accéléré la fuite palestinienne. Les milices juives chargeaient des haut-parleurs sur des camions et parcouraient d'autres villages en annonçant « Deir Yassin, Deir Yassin », et les familles fuyaient, terrifiées, sans attendre l'arrivée des assaillants. Un rapport de B'Tselem de 2025, l'organisation israélienne de défense des droits humains, analyse Deir Yassin dans le contexte de ce qu'ils ont appelé les précurseurs du génocide, affirmant que le massacre n'était pas un excès isolé, mais faisait partie d'un schéma systématique de violence conçu pour expulser la population civile. Le gouvernement israélien a répondu en accusant B'Tselem de antisémitisme et de trahison, mais les documents parlent d'eux-mêmes. Les semaines qui ont suivi Deir Yassin ont vu une accélération dramatique de l'exode palestinien. La peur était désormais l'arme la plus efficace de l'arsenal sioniste. Le 14 mai 1948, à minuit, le dernier haut-commissaire britannique pour la Palestine, Sir Alan Cunningham, a embarqué sur un navire dans le port de Haïfa et a mis le cap sur l'Angleterre. Avec lui s'en allait l'Empire britannique, après 28 ans de mandat sur la Palestine. Londres a présenté ce retrait comme la fin d'une ère coloniale, comme s'il laissait simplement les populations locales régler leurs propres affaires. Mais la réalité de la façon dont les Britanniques sont partis raconte une histoire très différente. Ce n'était pas un abandon neutre, c'était une retraite soigneusement chorégraphiée pour assurer la victoire sioniste. Dans les mois précédant le retrait, alors que la Grande-Bretagne affirmait publiquement qu'elle ne prendrait pas parti dans le conflit à venir, ces actions racontaient une autre histoire. Des documents militaires britanniques déclassifiés en 2023 par Declassified UK révèlent que des officiers britanniques ont systématiquement transféré des informations de renseignement aux forces juives sur les positions arabes, les mouvements de troupes et les plans d'attaque. En même temps, les milices juives ont reçu une permission implicite de conserver les armes et les véhicules militaires britanniques abandonnés dans les bases qui étaient en train de fermer. Ce n'était pas officiellement un transfert d'armes. C'était simplement du matériel oublié.
Mais le résultat était le même. Les forces juives étaient armées, pendant que les Britanniques se retiraient. Mais il y a plus. Alors qu'ils laissaient prétendument les forces locales régler leurs différends, la Grande-Bretagne entraînait et équipait activement la Légion arabe de Transjordanie, l'armée la plus professionnelle du monde arabe, commandée par des officiers britanniques. Pourquoi entraîner une armée arabe tout en aidant secrètement les Juifs? Parce que la Grande-Bretagne avait un plan plus élaboré. Elle voulait que la Légion arabe contrôle la Cisjordanie, et non que les Palestiniens soient indépendants. Le roi Abdallah de Transjordanie avait un accord secret avec les dirigeants sionistes, documenté par des historiens comme Avi Shlaim de l'université d'Oxford. La Jordanie prendrait la Cisjordanie, Israël prendrait le reste, et les Palestiniens n'obtiendraient rien. C'était une partition au sein de la partition, négociée lors de conversations secrètes auxquelles les Palestiniens n'ont jamais été invités. Les révélations de 2023 de Declassified UK sont allées encore plus loin, montrant que les diplomates britanniques à l'ONU ont activement travaillé à bloquer les propositions de cessez-le-feu dans les premiers mois de la guerre, arguant qu'il était trop tôt ou que les parties avaient besoin de temps pour trouver un équilibre militaire. Traduction. La Grande-Bretagne voulait donner suffisamment de temps pour que les expulsions palestiniennes se consolident avant que la communauté internationale ne puisse intervenir. Un rapport de 2025 du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a qualifié ces actions de complicité dans le nettoyage ethnique de masse, un terme juridique extrêmement grave qui implique la responsabilité britannique pour crimes contre l'humanité. Lorsque les Britanniques sont finalement partis, le 15 mai, ils ont laissé un vide qui s'est immédiatement rempli de violence. Mais ce n'était pas un vide égal pour les deux parties. Les forces juives avaient eu des mois de préparation, reçu des armes et un entraînement, et mis en œuvre avec succès le plan d'Alais en conquérant des territoires au-delà de ceux attribués par l'ONU. Les Palestiniens, en revanche, étaient fragmentés, démoralisés, avec des centaines de milliers déjà réfugiés, attendant que les armées arabes tiennent les promesses grandioses de libérer la Palestine qu'elles faisaient à la radio. C'était un espoir qui se heurterait brutalement à la réalité. La question qui hante la Grande-Bretagne jusqu'à aujourd'hui est de savoir si elle aurait pu prévenir la catastrophe. Ils avaient 100 000 soldats sur le terrain jusqu'au dernier jour. Ils avaient le pouvoir d'imposer un cessez-le-feu, de protéger les civils, d'assurer une transition ordonnée. Mais ils ont choisi de ne pas le faire. Des documents internes du ministère britannique des Affaires étrangères, cités dans des rapports parlementaires de 2025, montrent que des fonctionnaires écrivaient ouvertement sur la possibilité de permettre une solution militaire qui résoudrait le problème démographique d'avoir trop d'Arabes dans le futur État juif. Ils ne le disaient pas avec ces mots exacts, ils utilisaient des euphémismes bureaucratiques, mais le sens était clair. La Grande-Bretagne n'a pas abandonné la Palestine, elle l'a intentionnellement livrée au chaos en sachant exactement ce qui se passerait. Et ce qui s'est passé, c'est la Nakba. Le 14 mai 1948, à 4 heures de l'après-midi, heure locale, David Ben Gourion se tenait devant une petite foule rassemblée au musée de Tel Aviv et lisait 979 mots qui changeraient à jamais la carte du Moyen-Orient. Par la présente, nous proclamons l'établissement d'un État juif en Eretz Israël qui sera connu sous le nom d'État d'Israël, a-t-il déclaré, la voix tremblant d'émotion. La foule a éclaté en applaudissements et en larmes. Des drapeaux bleus et blancs, avec l'étoile de David, flottaient dans toute la ville. Après 2000 ans de diaspora, de persécution et culminant dans l'horreur de l'Holocauste, le peuple juif avait enfin son propre État souverain. C'était un moment de joie indescriptible pour les sionistes qui avaient travaillé pendant des décennies pour que ce moment arrive. Mais à quelques kilomètres seulement de cette célébration, une réalité complètement différente se déroulait. Sur les routes de Palestine, d'interminables colonnes de réfugiés palestiniens marchaient vers l'exil, portant le peu qu'ils pouvaient emporter. Valises, jeunes enfants, personnes âgées dans des charrettes.
Ils avaient été expulsés de villages que leurs familles habitaient depuis des siècles. Jaffa, la ville portuaire palestinienne vibrante, était presque vide après que les forces sionistes l'avaient bombardée pendant des semaines. Haïfa, où 70 000 Palestiniens vivaient autrefois, n'en comptait plus que 4 000 qui osaient rester cachés dans leurs maisons. Jérusalem-Ouest était systématiquement nettoyée des Arabes. Pour les Palestiniens, le 14 mai n'a pas été un jour de naissance. Ce fut le jour où leur monde s'est effondré. Ce contraste brutal entre célébration et catastrophe se produisant simultanément est l'image emblématique de 1948. Alors que Ben Gourion signait la déclaration d'indépendance, environ 300 000 Palestiniens avaient déjà été expulsés de leur foyer et 450 000 autres fuiraient dans les mois suivants. Le nombre total de 750 000 réfugiés palestiniens est documenté par les Nations Unies et constitue l'un des rares faits de 1948 qui ne sont pas contestés. Ce qui est farouchement disputé, c'est comment ils sont partis. Ont-ils fui volontairement par peur de la guerre? Ont-ils été sommés de partir par des dirigeants arabes? Ou ont-ils été systématiquement expulsés par les forces juives? La narration officielle israélienne pendant des décennies a été que les Palestiniens sont partis parce que les dirigeants arabes leur ont dit d'évacuer temporairement, afin que les armées arabes puissent pousser les Juifs à la mer, et qu'ils pourraient ensuite revenir en triomphe. Cette histoire a été répétée dans les manuels scolaires israéliens, les discours politiques et la propagande pendant des générations. Le problème est que lorsque les historiens israéliens ont finalement eu accès aux archives militaires dans les années 1980, ils n'ont pas pu trouver de preuves de tels appels d'évacuation massive. En fait, ils ont trouvé le contraire. Des documents montrant des ordres d'expulsion explicites, des registres de villages systématiquement détruits, des rapports militaires célébrant le nettoyage des zones arabes. Une analyse de Commentary de 2023, qui a examiné de manière critique les récits de la Nakba, a conclu que bien que certains Palestiniens aient fui par peur des combats, la majorité ont été expulsés par la force ou par des tactiques de terreur spécifiquement conçues pour provoquer leur fuite. Ce n'était pas un exode volontaire, c'était un déplacement forcé. Les témoignages de soldats israéliens de l'époque, dont beaucoup ont été publiés des années plus tard, lorsque les anciens combattants ont rompu le silence, décrivent des ordres directs de nettoyer les villages, ce qui signifiait expulser ou tuer les habitants, puis démolir les maisons pour qu'ils ne puissent pas revenir. Pour les Palestiniens, ce jour marque le début de ce qu'ils appellent la Nakba, la catastrophe. C'est un traumatisme collectif qui définit leur identité nationale jusqu'à aujourd'hui. Chaque famille palestinienne a des histoires de 1948. Des grands-parents qui se souviennent du jour où ils ont dû quitter leur maison avec seulement quelques minutes d'avertissement. Des clés de maison qui n'existent plus conservées comme des reliques, des titres de propriété de terre qui sont maintenant des parcs israéliens ou des villes juives. La Nakba n'est pas seulement un événement historique pour les Palestiniens. C'est une blessure ouverte qui n'a jamais cicatrisé parce que les réfugiés n'ont jamais été autorisés à rentrer. Et leurs descendants, qui sont maintenant des millions, continuent de vivre dans des camps de réfugiés dans les pays voisins. La date du 14-15 mai résume parfaitement la tragédie de 1948. Il ne s'agissait pas d'un conflit entre deux mouvements nationaux abstraits, mais d'un processus où la naissance d'une nation s'est faite directement au détriment de la destruction d'une autre. Il n'y a pas moyen de célébrer l'un sans reconnaître l'horreur de l'autre. Et c'est précisément la raison pour laquelle ce conflit se poursuit 67 ans plus tard, parce qu'il n'y a jamais eu de reconnaissance mutuelle des récits de l'autre côté. Pour Israël, 1948 est la guerre d'indépendance, une victoire héroïque contre des probabilités impossibles. Pour les Palestiniens, c'est la Nakba, un nettoyage ethnique qui reste non résolu. Les deux récits sont réels. Les deux contiennent des vérités douloureuses, et tant qu'il n'y aura pas d'espace pour que les deux coexistent, la paix restera impossible. Le 15 mai 1948, quelques heures après que l'État d'Israël ait déclaré son indépendance et que les Britanniques aient achevé leur retrait,
les armées de 5 États arabes ont franchi les frontières vers la Palestine. L'Égypte depuis le sud, la Jordanie depuis l'est, la Syrie et le Liban depuis le nord, et l'Irak envoyant des troupes pour rejoindre les forces jordaniennes. Dans les radios arabes, les présentateurs proclamaient d'une voix émue que la libération de la Palestine était en marche, que les envahisseurs sionistes seraient jetés en Méditerranée, que les réfugiés palestiniens seraient bientôt de retour chez eux. Les masses arabes au Caire, à Damas et à Bagdad célébraient dans les rues, confiantes en une victoire rapide et écrasante. Mais derrière cette façade d'unité arabe se cachait une réalité de division profonde, d'incompétence militaire et d'ambition contradictoire qui condamnerait l'intervention à l'échec. L'invasion arabe fut moins une opération militaire coordonnée qu'une collection d'armées nationales poursuivant des agendas séparés qui entraient souvent en conflit direct les uns avec les autres. Il n'y avait pas de commandement unifié, pas de stratégie partagée et certainement pas de confiance mutuelle entre les dirigeants arabes. Le roi Abdallah de Jordanie, le roi Farouk d'Égypte et le président syrien Choukri al-Kouatli se détestaient cordialement et chacun soupçonnait les autres d'être plus intéressés par l'annexion de territoires palestiniens que par la création d'un État palestinien indépendant. Et ils avaient raison de se méfier. Le cas le plus flagrant était la Jordanie. Des documents déclassifiés et analysés par l'historien Avi Shlaim d'Oxford, réexaminés dans des études de 2023, confirment que le roi Abdallah avait un accord secret avec les dirigeants sionistes depuis novembre 1947. Lors de réunions clandestines, Abdullah et des représentants de l'agence juive avaient convenu que la Jordanie prendrait la Cisjordanie et la zone que nous appelons aujourd'hui Jérusalem-Est, tandis qu'Israël prendrait le reste du territoire attribué aux Palestiniens par l'ONU. C'était une partition de la partition, un pacte colonial où deux puissances extérieures divisaient le territoire palestinien sans consulter les Palestiniens eux-mêmes. L'invasion jordanienne était en réalité la mise en œuvre de cet accord secret. Cela explique pourquoi la Légion arabe jordanienne, l'armée la plus professionnelle et la plus efficace de toutes les forces arabes, n'a jamais sérieusement tenté d'attaquer le cœur du territoire israélien. Ils se sont concentrés sur la sécurisation de la Cisjordanie et de la vieille ville de Jérusalem, exactement comme ils l'avaient convenu. Lorsque d'autres commandants arabes demandaient à la Jordanie de coordonner des attaques conjointes, Abdallah trouvait des excuses ou ignorait simplement les demandes. Du point de vue palestinien, leurs supposés plus grands défenseurs les avaient trahis avant même le début de la guerre. L'Égypte avait ses propres ambitions contradictoires. Le roi Farouk était plus intéressé par l'expansion de l'influence égyptienne et l'annexion potentielle de Gaza que par la libération de la Palestine. Son armée a avancé du sud vers Tel Aviv, mais s'est arrêtée sans raison stratégique, claire, alors qu'elle avait encore de l'élan. Des documents militaires égyptiens analysés dans des études de 2025 du Middle East Monitor montrent que les commandants sur le terrain étaient déroutés par les ordres de s'arrêter alors qu'ils avaient l'avantage tactique. L'explication la plus probable: le Caire ne voulait pas d'une victoire totale qui renforcerait d'autres États arabes ou créerait un État palestinien fort qui pourrait être difficile à contrôler. Les forces syriennes et libanaises étaient petites et mal équipées, plus pour montrer leur présence que pour combattre sérieusement. L'Irak a envoyé une force expéditionnaire importante, mais sans accès direct à Israël, il dépendait entièrement de la Jordanie pour la logistique et la coordination, ce que Abdallah manipulait à ses propres fins. Le résultat était un chaos opérationnel. Des armées arabes qui ne communiquaient parfois pas entre elles, qui refusaient de partager leurs renseignements et qui, au moins une fois, se sont tirées dessus parce qu'elles ne se reconnaissaient pas dans la confusion du champ de bataille. De plus, les forces arabes étaient gravement mal équipées et entraînées par rapport à leurs ennemis. Alors que les forces israéliennes avaient reçu d'importantes livraisons d'armes de Tchécoslovaquie, avec l'approbation tacite de l'Union soviétique qui voyait en Israël un futur allié socialiste contre les Britanniques, les armées arabes combattaient avec des armes obsolètes et des munitions limitées. Pire encore,
Leurs officiers avaient été formés à des doctrines coloniales britanniques ou françaises qui n'étaient pas adaptées au type de guerre auquel ils étaient confrontés. Les Israéliens, en revanche, avaient des vétérans de la Seconde Guerre mondiale, dont certains avaient combattu dans les armées alliées et apportaient une expérience de combat réel. Un rapport de Taylor and Francis de 2025 sur les changements de génocide analyse comment l'incompétence de l'invasion arabe a paradoxalement couvert les forces israéliennes pour accélérer les expulsions de Palestiniens. Maintenant, ils pouvaient justifier n'importe quelle action comme nécessaire pour se défendre contre l'invasion arabe. Des villages palestiniens qui avaient réussi à survivre aux premiers mois de la guerre civile ont été attaqués sous prétexte qu'ils pourraient aider les envahisseurs. Le fait qu'il y ait eu des armées arabes impliquées a permis à Israël de présenter les expulsions massives comme des conséquences inévitables d'une guerre, au lieu de ce qu'elles étaient réellement, une politique délibérée de nettoyage ethnique qui était déjà en cours avant l'arrivée des Arabes. En septembre 1948, il était clair que l'invasion arabe avait complètement échoué. Loin de libérer la Palestine, les armées arabes avaient contribué à sa destruction. Les réfugiés palestiniens qui avaient espéré rentrer chez eux après une victoire arabe rapide étaient désormais confrontés à la terrible réalité qu'aucune victoire ne viendrait, et que les États arabes censés venir les sauver avaient privilégié leurs propres intérêts territoriaux à la libération palestinienne. L'unité arabe avait été un mirage, et les Palestiniens ont payé le prix de cette fiction avec leur patrie. Entre mai et septembre 1948, une série d'opérations militaires israéliennes ont transformé ce qui aurait pu être un partage territorial négocié en une conquête quasi totale. Ce ne furent pas des batailles défensives improvisées contre une invasion écrasante, comme le récit héroïque israélien les présente. Ce furent des offensives méticuleusement planifiées, conçues pour prendre le maximum de territoire possible, pendant que la communauté internationale était distraite par des négociations de cessez-le-feu qui ne furent jamais mises en œuvre. La plus importante de ces opérations fut l'opération Nakshon, lancée en avril 1948, avant même la déclaration d'indépendance. L'opération Nakshon avait un objectif clair: ouvrir le corridor entre Tel Aviv et Jérusalem, assurant ainsi que la communauté juive assiégée à Jérusalem puisse recevoir des fournitures. Officiellement, elle était purement défensive, se contentant de maintenir ouverte une route d'approvisionnement vitale. Mais les documents militaires israéliens déclassifiés racontent une autre histoire. Les ordres opérationnels comprenaient nettoyer tous les villages arabes le long de la route et empêcher le retour des habitants évacués. En pratique, cela a signifié que des dizaines de villages palestiniens qui existaient depuis des siècles ont été systématiquement dépeuplés puis démolis. Yassine dit que le massacre dont nous avons déjà parlé s'est produit dans le contexte de l'opération Nakshon. Ce n'était pas un excès isolé, cela faisait partie d'un schéma. Des villages comme Kalounia, Saris, Beit Soussin et Koulda ont tous été attaqués lors de cette opération. Les habitants qui ont pu fuir l'ont fait. Ceux qui sont restés ont été expulsés sous la menace des armes. Une fois évacués, des équipes d'ingénieurs suivaient les forces de combat et dynamitaient systématiquement les maisons. L'objectif n'était pas seulement de capturer des territoires, mais de s'assurer que les Palestiniens n'aient pas de foyer où retourner. Une analyse de 2025 de Taylor & Francis sur les déplacements de population et le génocide classe ces tactiques comme du nettoyage ethnique selon la définition juridique internationale. Durant l'été 1948, entre les deux cessez-le-feu ordonnés par l'ONU, Israël a lancé une série d'opérations offensives qui ont considérablement étendu son territoire. L'opération Dani en juillet a capturé les villes de Lida et Ramle, expulsant 70 000 Palestiniens en quelques jours. Les témoignages de soldats israéliens qui ont participé, publiés des décennies plus tard lorsqu'ils ont ressenti le besoin de confesser, décrivent des scènes brutales. Des civils palestiniens marchant sous la chaleur de juillet sans eau, beaucoup mourant en chemin.
Le Premier ministre Ben Gourion, lorsqu'on lui a demandé ce qu'il fallait faire des Arabes de Lida et de Ramle, aurait fait un geste de la main et dit un mot en hébreu « tape à l'œil », expulsez-les. L'opération Hiram, en octobre 1948, a achevé la conquête de la Galilée, le nord de la Palestine qui, selon le plan de partage de l'ONU, devait faire partie de l'État arabe. Israël ne défendait pas seulement le territoire que l'ONU lui avait assigné, il conquérait des territoires arabes supplémentaires et en expulsait la population. À la fin de la guerre en 1949, Israël contrôlait 78% de la Palestine mandataire, bien au-delà des 55% qui lui avaient été attribués par l'ONU. Ce 23% supplémentaire n'a pas été gagné dans des batailles défensives désespérées, il a été pris lors d'offensives préméditées contre des populations civiles en grande partie désarmées. Ce qui rend ces opérations particulièrement controversées, c'est l'utilisation systématique de la terreur comme tactique militaire. Ce n'est pas seulement que des civils soient morts dans les tirs croisés, ce qui est tragique mais inévitable dans toute guerre. Les forces israéliennes tuaient délibérément des civils, puis publiaient les faits pour créer la panique dans d'autres villages. Après le massacre de Deir Yassin, des milices juives conduisaient littéralement des camions équipés de haut-parleurs dans les villages palestiniens pour annoncer ce qui s'était passé et avertir que ce sera leur tour, s'ils ne partaient pas. Les commandants israéliens avaient appris que la terreur psychologique était plus efficace que de conquérir chaque village par la force. S'ils pouvaient faire fuir 10 villages de peur après en avoir massacré un, c'était efficace d'un point de vue militaire brutal. Les archives des forces de défense israéliennes, analysées par des historiens tels que Benny Morris et Ilan Pappé, contiennent des rapports opérationnels qui utilisent des euphémismes révélateurs. Ils parlent d'opérations de nettoyage, d'évacuation et de prévention de l'infiltration. Mais les détails joints montrent clairement ce que ces termes signifiaient réellement. Un rapport sur une opération en Galilée comprend la phrase « Le village a été vidé de ses habitants qui ont été transportés à la frontière libanaise ». Un autre décrit que « La population locale a été évacuée et les structures ont été démolies pour empêcher le retour ». C'est le langage bureaucratique du déplacement forcé massif. En mars 1949, lorsque les armistices qui mirent officiellement fin à la guerre furent finalement signés, Israël avait complètement transformé la démographie de la Palestine. Des zones qui avaient été à majorité arabe pendant des siècles avaient désormais des populations juives exclusivement. Plus de 400 villages palestiniens avaient été effacés de la carte, leurs ruines recouvertes de forêts plantées délibérément pour cacher les preuves. Les survivants palestiniens qui ont réussi à rester à l'intérieur des nouvelles frontières israéliennes, environ 150 000 personnes, ont été placés sous administration militaire et traités comme des menaces pour la sécurité sur leur propre terre. Pour eux, la guerre ne s'est pas terminée en 1949, elle a simplement changé de forme. À la fin de 1948, environ 750 000 Palestiniens étaient devenus des réfugiés, dépossédés de leur foyer, de leurs terres et de leur avenir. Ce n'était pas un effet secondaire regrettable de la guerre, c'était l'objectif central de la stratégie militaire israélienne. Les documents sont clairs. Les dirigeants sionistes savaient bien avant 1948 qu'un État juif sur une terre habitée principalement par des Arabes était mathématiquement impossible sans une forme de transfert de population. La guerre leur a donné l'occasion de mettre en œuvre ce qu'ils discutaient en privé depuis des années. Dès 1937, David Ben Gourion écrivait dans son journal au sujet du transfert forcé des Arabes hors de l'État juif. En 1948, lorsque la guerre a créé le chaos nécessaire, ce plan a été mis en œuvre avec une efficacité brutale. Le mot « transfert » sonnait technique et neutre, comme s'il déplaçait des meubles. Mais cela signifiait prendre des familles qui vivaient au même endroit depuis des générations, parfois des siècles, et les forcer à un exil permanent avec seulement les biens qu'elles pouvaient emporter. Les camps de réfugiés ont commencé à apparaître en 1948 au Liban,
en Syrie, en Jordanie et à Gaza. Initialement, c'étaient des tentes improvisées dans des champs ouverts, sans infrastructure, sans eau potable, sans services médicaux. Les réfugiés vivaient dans des conditions désespérantes, espérant que la situation se résoudrait bientôt et qu'ils pourraient rentrer chez eux. La communauté internationale, horrifiée par l'ampleur de la crise humanitaire, a créé l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, UNRWA, en 1949 pour fournir une assistance temporaire. Plus de 75 ans plus tard, cette agence existe toujours et nourrit encore des millions de réfugiés palestiniens, car le temporaire est devenu permanent. L'échelle de destruction était systématique. Des chercheurs ont documenté que plus de 530 villages et villes palestiniens ont été dépeuplés puis physiquement détruits. Ils n'ont pas été laissés à l'abandon pour que les gens puissent éventuellement revenir. Ils ont été intentionnellement démolis. Maisons bombardées, mosquées transformées en entrepôts ou détruites, cimetières labourés, arbres fruitiers arrachés. Une analyse bibliographique de 2025 de SSRN sur le génocide documenté relie ces actions à ce que nous voyons aujourd'hui à Gaza. La même tactique de rendre le retour impossible en détruisant complètement l'infrastructure de vie. Il y avait une raison stratégique à cette destruction complète. Les dirigeants israéliens savaient que le droit international permettait aux réfugiés de retourner chez eux une fois les hostilités terminées. En fait, la résolution 194 de l'ONU, adoptée en décembre 1948, déclarait spécifiquement que les réfugiés palestiniens avaient le droit de retourner ou de recevoir une compensation. Mais si les maisons dans lesquelles ils devaient retourner n'existaient plus, si des villages entiers avaient été effacés, le retour deviendrait pratiquement impossible. Israël était en train de créer des faits sur le terrain irréversibles. Le gouvernement israélien a mis en œuvre plusieurs politiques pour s'assurer que l'exode soit permanent. La loi de 1950 sur la propriété des absents a déclaré que toute propriété appartenant à des Palestiniens qui avaient abandonné le pays, même s'ils avaient été expulsés sous la menace d'une arme, appartenait désormais à l'État. Cela incluait non seulement des maisons, mais aussi des terres agricoles, des entreprises, des comptes bancaires, tout. C'était le vol légalisé de la richesse de tout un peuple. Environ 70% des terres à l'intérieur d'Israël en 1949 étaient des propriétés palestiniennes, absentes, confisquées. Cette terre a ensuite été redistribuée à des colons juifs ou utilisée pour de nouvelles villes israéliennes. Les histoires personnelles capturent la tragédie de manière que les statistiques ne peuvent pas. Il y avait des familles où les personnes âgées gardaient les clés de maisons qui n'existaient plus, les transmettant de génération en génération comme des symboles d'un foyer perdu. Les enfants nés dans les camps de réfugiés en 1948 ont grandi, ont eu leurs propres enfants dans ces mêmes camps. Et maintenant, leurs petits-enfants y vivent encore 77 ans plus tard. 3 générations nées en exil, dans des camps qui étaient censés être temporaires, mais qui sont devenus des prisons permanentes sans murs. Les témoignages de réfugiés recueillis dans le documentaire 1948, Création et catastrophe, sont dévastateurs dans leur humanité. Une femme âgée décrit comment sa famille a dû quitter sa maison à Jaffa avec seulement quelques minutes d'avertissement lorsque les milices juives sont arrivées. Ils ont laissé la nourriture sur la table, les vêtements suspendus, les bijoux dans les tiroirs, pensant qu'ils reviendraient dans quelques jours, une fois la situation calmée. Ils ne sont jamais revenus. Quand il est mort dans un camp de réfugiés au Liban, 60 ans plus tard, il avait encore la clé de cette maison de Jaffa autour du cou. Un autre homme décrit comment son père, un paysan qui avait travaillé les mêmes terres pendant 50 ans, a simplement abandonné et est mort 6 mois après son arrivée au camp de réfugiés. Il n'avait pas de maladie physique. Il avait perdu la volonté de vivre après avoir tout perdu pour ce qu'il avait travaillé. La crise des réfugiés palestiniens est unique à plusieurs égards troublants. Premièrement, c'est la plus ancienne crise de réfugiés non résolue au monde. Deuxièmement, selon les règles de l'UNRWA,
Le statut de réfugié palestinien est héréditaire, ce qui signifie que les descendants des 750 000 personnes d'origine sont également classés comme réfugiés. Aujourd'hui, il y a environ 5,9 millions de réfugiés palestiniens enregistrés, la plupart vivant encore dans des camps en Jordanie, au Liban, en Syrie, à Gaza et en Cisjordanie. Troisièmement, Israël a systématiquement refusé d'autoriser tout retour, arguant que cela menacerait son caractère d'État juif. La question gênante que cela pose est la suivante. Un État démocratique moderne peut-il être fondé sur la négation permanente des droits de l'homme fondamentaux de millions de personnes? Entre février et juillet 1949, Israël a signé des armistices séparés avec l'Égypte, le Liban, la Jordanie et la Syrie. Ces accords ont techniquement mis fin à l'état de guerre active, mais n'ont pas établi une paix réelle, ni des frontières permanentes. Au lieu de cela, ils ont créé des lignes d'armistice qui reflétaient simplement l'endroit où se trouvaient des armées lorsqu'elles ont cessé de tirer. Ces lignes, souvent appelées les frontières de 1949 ou la ligne verte, étaient censées être temporaires jusqu'à la négociation d'un véritable traité de paix. Plus de 75 ans plus tard, nous attendons toujours ce traité de paix et ces chronologies sont devenues la base du conflit arabo-israélien moderne. Le résultat territorial des armistices a été étonnant par rapport au plan de partage original de l'ONU. Rappelons-nous, en novembre 1947, l'ONU avait attribué 55% de la Palestine à l'État juif et 45% à l'État arabe. En juillet 1949, Israël contrôlait 78% du territoire de la Palestine mandataire. Le plan était que l'État arabe comprenne la Cisjordanie, Gaza et la Galilée. En revanche, la Galilée avait été conquise par Israël, la Cisjordanie a été annexée par la Jordanie, la renommant officiellement ainsi, et Gaza est restée sous administration militaire égyptienne. Il n'y avait pas d'État palestinien, seulement des territoires occupés par des voisins arabes et un Israël considérablement élargi. Ce qui s'est passé avec Jérusalem a été particulièrement complexe et problématique. Le plan de partage de l'ONU avait désigné Jérusalem comme un corpus separatum, une ville internationale sous administration de l'ONU qui n'appartiendrait ni à Israël ni à l'État arabe. Mais la guerre a laissé la ville divisée. Israël a contrôlé Jérusalem-Ouest après avoir expulsé presque toute la population palestinienne qui y vivait, tandis que la Jordanie a contrôlé Jérusalem-Est, y compris la vieille ville avec ses sites sacrés juifs, chrétiens et musulmans. Cette division coupait brutalement à travers les quartiers, séparait les familles et rendait les sites religieux inaccessibles à certains groupes. Les accords d'armistice contenaient des dispositions sur le retour des réfugiés et le règlement pacifique des différends, mais Israël n'a jamais mis en œuvre ces dispositions. Le gouvernement israélien affirmait qu'il ne pouvait pas permettre le retour de 750 000 Palestiniens hostiles sans compromettre sa sécurité et son caractère juif. Cette position avait une certaine logique d'un point de vue sécuritaire israélien, mais elle violait à la fois le droit international et les conditions mêmes dans lesquelles Israël avait été admis aux Nations Unies en mai 1949, qui comprenait spécifiquement un engagement à mettre en œuvre la résolution 194 sur le retour des réfugiés. Les années qui ont suivi immédiatement l'armistice ont vu le développement de ce qu'Israël appelait des opérations de représailles, mais qui, pour les Palestiniens, étaient des attaques terroristes continues. Des réfugiés désespérés tentaient de repasser les lignes d'armistice, soit pour récupérer leurs biens, récolter les champs qu'ils avaient laissés derrière eux, soit simplement pour revoir leurs anciennes maisons. Israël a adopté une politique de tirer pour tuer contre quiconque franchissait la frontière, sans distinction entre les infiltrés armés et les paysans désarmés. Des documents militaires israéliens de cette période, analysés dans une mise à jour de Wikipédia de 2025 sur la racialisation et la Nakba, montrent que des milliers de Palestiniens ont été tués en traversant les lignes d'armistice dans les premières années après 1949. Pire encore,
les forces israéliennes lançaient des raids punitifs contre des villages en Cisjordanie et à Gaza, où l'on soupçonnait des réfugiés de s'organiser. L'unité la plus célèbre de ces opérations était l'unité 101, commandée par Ariel Sharon, qui deviendrait Premier ministre des décennies plus tard. Le massacre de Kibia en 1953 en est l'exemple le plus infâme. Des commandos israéliens sont entrés dans ce village de Cisjordanie la nuit, ont dynamité 45 maisons avec leurs habitants à l'intérieur et ont tué 69 civils, dont les 2/3 étaient des femmes et des enfants. Même à ce moment-là, l'ONU et la communauté internationale ont condamné l'attaque comme une atrocité, mais il n'y a pas eu de conséquences réelles pour Israël. Les armistices ont également formalisé la fragmentation politique palestinienne qui perdure jusqu'à aujourd'hui. La Cisjordanie sous contrôle jordanien, Gaza sous contrôle égyptien, 150 000 Palestiniens vivant en Israël comme citoyens de seconde classe sous administration militaire et des centaines de milliers d'autres dispersés comme réfugiés dans les pays voisins. Les Palestiniens n'avaient pas de gouvernement unifié, pas de représentation internationale, pas d'armée propre. Ils avaient été effectivement effacés en tant qu'entité politique. Les États arabes parlaient en leur nom, mais comme nous l'avons vu, ces États avaient privilégié leurs propres intérêts plutôt que la libération palestinienne. Un aspect particulièrement pervers de cette période était la manière dont Israël manipulait les récits internationaux. Vers le monde, il présentait l'image d'un petit État démocratique entouré d'ennemis hostiles qui ne cherchaient qu'à survivre. Et il y avait du vrai dans ce récit. Israël était bien confronté à de réelles menaces de la part d'États arabes qui rejetaient son existence. Mais ce qui n'était pas montré, c'était la réalité vécue par les Palestiniens. La confiscation continue des terres, les expulsions qui se poursuivaient même après l'armistice, les politiques conçues pour rendre l'exil permanent. Les archives israéliennes, qui sont restées fermées pendant des décennies, lorsqu'elles ont finalement été ouvertes dans les années 1980 et 1990, ont révélé des conversations internes où les dirigeants israéliens discutaient ouvertement de la nécessité de maintenir les Palestiniens faibles et divisés en permanence. Un contraste historique est instructif. Après la Seconde Guerre mondiale, lorsque des millions d'Allemands ont été expulsés d'Europe de l'Est vers l'Allemagne, il y a eu une reconnaissance internationale du fait qu'il s'agissait d'une injustice, et ces populations ont finalement été réintégrées ou indemnisées. Mais les réfugiés palestiniens ont été traités comme un problème sans solution, figé dans un limbe permanent. La différence était géopolitique. L'Allemagne était vaincue et n'avait pas le pouvoir de résister. Israël avait le soutien de l'Occident et pouvait résister à la pression internationale pour résoudre le problème qu'il avait créé. Les armistices de 1949 n'ont pas apporté la paix, ils ont apporté une trêve précaire qui contenait les germes de tous les conflits futurs. Les lignes tracées dans ces documents sont devenues les frontières de 1967, que la communauté internationale reconnaît désormais comme base d'une solution à 2 États. Mais ces lignes n'ont jamais été conçues pour être permanentes et elles n'ont jamais résolu les questions fondamentales. Qu'en est-il des réfugiés? Qu'est-ce qui se passe avec Jérusalem? Quelles sont les frontières légitimes d'Israël? 76 ans plus tard, nous nous battons toujours sur ces mêmes questions parce qu'en 1949, elles ont été délibérément laissées sans réponse. Pendant des décennies après 1948, le récit israélien de sa guerre d'indépendance a complètement dominé la compréhension internationale de ces événements. C'était une histoire épique de David contre Goliath, un petit peuple survivant de l'Holocauste, confronté à des armées arabes massives, déterminées à le détruire, réussissant miraculeusement non seulement à survivre, mais aussi à prospérer. Les Palestiniens dans ce récit étaient des figurants sans visage, mentionnés vaguement comme des Arabes qui avaient rejeté la paix et choisi la guerre, et méritaient donc ce qui leur est arrivé. Leurs voix, leurs histoires, leurs traumatismes n'existaient tout simplement pas dans la conscience occidentale. Cette suppression narrative n'était pas accidentelle, c'était une politique délibérée.
Israël a maintenu des archives militaires et gouvernementales fermées pendant des décennies, classant des documents qui pourraient contredire le récit officiel. Lorsque les historiens tentaient d'enquêter sur des expulsions ou des massacres spécifiques, ils constataient que les archives pertinentes étaient mystérieusement perdues ou restaient classées pour des raisons de sécurité nationale. Une affaire infâme a éclaté en 2019 lorsque le Centre Begin Sadat d'études stratégiques a révélé que des documents précédemment déclassifiés avaient été reclassifiés après que des historiens aient commencé à publier des découvertes problématiques. Le mot même Nakba, catastrophe en arabe, était pratiquement absent du discours occidental jusqu'aux années 1980. Les Palestiniens l'utilisaient entre eux, dans les camps de réfugiés, dans des conversations privées, pour maintenir vivante la mémoire de ce qui leur était arrivé. Mais publiquement, le récit était contrôlé par Israël et ses alliés occidentaux. Une analyse de 2023 de la manière dont les récits de la Nakba ont été systématiquement exclus du discours académique occidental pendant des décennies montre comment cela constituait une forme de violence épistémique. Nier l'existence d'un génocide en privant ses victimes de leur voix. Le changement a commencé dans les années 1980 avec l'émergence des nouveaux historiens israéliens. Benny Morris, Ilan Pappé, Avi Shlaim et d'autres universitaires israéliens ont eu accès à des archives militaires qui avaient finalement été ouvertes 30 ans après les événements. Ce qu'ils ont trouvé les a même choqués. Document après document, ils montraient des expulsions planifiées, des massacres dissimulés, des villages systématiquement détruits. Morris a publié « La naissance du problème des réfugiés palestiniens » en 1988, utilisant des documents militaires israéliens pour prouver que l'exode palestinien n'était pas volontaire mais forcé. Ce fut controversé instantanément. Ce qui est fascinant, c'est que ces historiens n'étaient pas anti-israéliens. Morris est notamment un sioniste déclaré qui soutient l'existence d'Israël. Mais en tant qu'universitaire, il ne pouvait pas ignorer ce que les documents montraient clairement. Morris a écrit que bien qu'il reconnaisse les expulsions, il les considérait comme nécessaires pour créer un État juif viable. Cette position, admettre les faits mais les justifier, a provoqué la fureur tant de la droite israélienne qui niait que les expulsions aient eu lieu, que de la gauche palestinienne qui considérait leur justification comme immorale. Mais cela a ouvert la voie à des conversations plus honnêtes. Ilan Pappé est allé plus loin, affirmant dans son livre « The Ethnic Cleansing of Palestine » 2006 que 1948 n'était pas seulement une guerre, mais un génocide prémédité. Il a utilisé des notes de service interne de Ben Gourion et d'autres dirigeants sionistes, montrant qu'ils avaient planifié le transfert des Palestiniens bien avant le début de la guerre. Pour Pappé, ce n'était pas de la défense en temps de guerre, c'était du nettoyage ethnique sous couvert de guerre. Ces positions lui ont coûté son poste universitaire en Israël et il a finalement dû déménager en Angleterre, où il enseigne maintenant à l'université d'Exeter. Son cas illustre à quel point il reste dangereux de remettre en question le récit officiel israélien, même de l'intérieur d'Israël. Parallèlement à ces universitaires, des organisations de défense des droits de l'homme ont commencé à documenter les témoignages oraux de survivants palestiniens de la Nakba avant leur décès. Des projets comme celui de l'université de Birzeit en Cisjordanie et le centre Nakba à Londres ont recueilli des milliers d'heures d'entretien. Ces histoires sont déchirantes dans leur humanité. Des grands-mères décrivant comment elles ont été violées par des soldats, des personnes âgées se souvenant comment elles ont vu leurs parents exécutés, des femmes qui ont perdu de jeunes enfants pendant les marches d'expulsion sous la chaleur de l'été sans eau. Ce sont des témoignages qui rendent impossible de voir 1948 comme une guerre propre avec des bons et des méchants clairement définis. Un projet particulièrement important a été le documentaire de 2023, 1948, Création et catastrophe.
qui présente des témoignages parallèles de vétérans israéliens et de réfugiés palestiniens racontant leurs expériences de la même année. Voir ces personnes âgées, israéliennes et palestiniennes, décrire les mêmes événements sous des perspectives radicalement différentes est profondément troublant. Les vétérans israéliens parlent avec fierté de défendre leur nouveau pays, mais certains fondent aussi en larmes en se souvenant des choses qu'ils ont dû faire, des villages qu'ils ont dû nettoyer, des familles qu'ils ont dû expulser. Les réfugiés palestiniens parlent de la perte totale de leur monde, du traumatisme qui ne s'est jamais cicatrisé, des clés de maison qui ne rouvriront jamais. Les deux groupes sont humains, les deux groupes ont souffert, mais l'un a gagné un pays et l'autre a tout perdu. La suppression des récits palestiniens a eu des conséquences politiques concrètes. Pendant des décennies, les Palestiniens ont été présentés en Occident simplement comme des terroristes qui haïssaient Israël sans raison. L'Organisation de libération de la Palestine, OLP, fondée en 1964, était classée comme organisation terroriste par les États-Unis et l'Europe. Quand les Palestiniens lançaient des attaques contre Israël, cela était présenté comme du terrorisme irrationnel. Le contexte de la Nakba, le fait que ces terroristes étaient fréquemment des réfugiés désespérés sans espoir de justice légale, ne faisait tout simplement pas partie de la conversation occidentale. Les documents de l'UNISPAL, le système d'information des Nations Unies sur la question de Palestine, analysés en 2023, montrent comment même l'ONU, qui avait adopté des résolutions reconnaissant les droits des Palestiniens, les appliquait rarement. La résolution 194 sur le retour des réfugiés a été réaffirmée par l'Assemblée générale plus de 135 fois, ce qui en fait l'une des résolutions les plus fréquemment réaffirmées dans l'histoire de l'ONU. Mais Israël l'a tout simplement ignoré, et les États-Unis ont protégé Israël de toute conséquence en utilisant leur veto au Conseil de sécurité. Le message était clair. Vous pouvez avoir le droit légal, mais sans pouvoir politique. Les droits ne sont que des mots sur papier. Aujourd'hui, 77 ans plus tard, la bataille sur les récits se poursuit avec acharnement. En Israël, les tentatives de commémorer la Nakba se heurtent à l'hostilité officielle. En 2011, la Knesset, Parlement israélien, a adopté la loi de la Nakba, qui permet au gouvernement de retirer des fonds aux institutions qui commémorent le jour de l'indépendance d'Israël ou le jour où Israël a été établi comme jour de deuil. Cela signifiait que les universités ou les municipalités qui autorisaient des événements de la Nakba pouvaient perdre leur financement public. C'est une loi explicitement conçue pour supprimer la mémoire historique. Mais les mémoires ne peuvent pas être tuées par la législation. Chaque famille palestinienne raconte encore les histoires de 1948 à ses enfants. Les petits-enfants de réfugiés au Liban savent exactement de quel village de Galilée venait leur grand-père, bien qu'ils n'y soient jamais allés. Les titres de propriété vieux de 75 ans sont conservés dans des boîtes, attendant le jour où ils pourront être utilisés. La Nakba n'est pas seulement de l'histoire pour les Palestiniens, c'est l'événement fondateur de leur identité collective, le traumatisme originel de leur existence moderne. Et tant que ce traumatisme ne sera pas reconnu et abordé, tant que les histoires silenciées ne seront pas enfin entendues et acceptées comme une partie légitime de l'histoire de cette terre, la paix sera impossible. Parce qu'il ne peut y avoir de réconciliation sans vérité, et qu'il ne peut y avoir de vérité tant qu'un côté a le pouvoir de faire taire complètement l'autre.